Bonsoir à tous, un bel bonsoir à la famille Canal 10 et bienvenue dans cette nouvelle édition de notre rendez-vous hebdomadaire. Merci d'être avec nous, merci d'être connectés. Et oui, nous sommes de retour après une petite semaine d'absence. Et oui, vous avez été nombreux à nous poser la question, où là nous passer. Mais voilà, nous avons préféré laisser place en tout cas à l'événement incontournable qui a fait le buzz depuis une semaine. Il s'agissait des élections du maire de la ville du Gosier. Voilà, et ce soir, nous revenons plus que jamais engagés à vos côtés et engagés pour cette mission qu'est la nôtre, de vous informer, d'offrir cet espace public, médiatique, pour échanger, partager autour de sujets sensibles, voire tabous, des sujets qui nous concernent, qui concernent notre communauté. Et ce soir, en tout cas, nous sommes réunis avec un sujet crucial pour notre développement, le développement local et durable surtout de la Guadeloupe. Souvent, on parle des problématiques qui concernent notre territoire et souvent, nous demandons, mais où sont les solutions? Où sont les actions concrètes? Qu'avons-nous fait pour ça? Et nous vous l'avons toujours dit sur ce plateau, nous tenons à offrir en tout cas la parole aux experts, aux acteurs incontournables de notre tissu économique, social, culturel, économique de la Guadeloupe. En tout cas, des personnes qui ont une vision pour la Guadeloupe, qui ont à cœur en tout cas d'apporter leur pierre à l'édifice. Ce soir, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne, qui concerne chacun de nous. Il s'agit de la géothermie, le trésor guadeloupéen. Un projet qui a été, en tout cas, mené par un expert et qui est avec nous ce soir. En tout cas, avant de vous présenter le plateau, j'espère que vous serez nombreux à être connectés. Vous avez été déjà nombreux à nous faire voilà, des petits pics. Qui t'en nous qu'à parler de ça, qui t'en nous qu'à parler de géothermie, etc. Et bien, ce soir, nous avons ouvert en tout cas ce plateau pour permettre à tout un chacun d'avoir accès à cette information. Alors, nous espérons que vous serez nombreux. On peut mettre moi si Facebook là, mais on peut espérer qu'ils aient au moins 100 connectés. Parce que nous avons vu que la semaine dernière, vous étiez très nombreux connectés sur le live de l'élection du maire de la ville de Gosier. C'est très bien. Mais ce soir, nous allons parler de l'avenir de la Guadeloupe, de solutions pour les Guadeloupéens. Alors j'espère, nous espérons que vous allez prendre en tout cas ce sujet à cœur, ce sujet d'importance cruciale pour nous, et que vous allez être connectés ce soir sur les réseaux, mais aussi à Casazot. C'est l'occasion, en tout cas, c'est un appel que nous lançons. C'est l'occasion de crier les voisins, crier les amis, crier la famille, partager l'émission. Avant même qu'elle ait commencé, il faut nous déjà plus de 100 connectés. Partagez cette émission. Parce que nous avons cette opportunité d'avoir un grand monsieur avec nous ce soir. Un grand monsieur. Et qui est, en tout cas, ouvert à la discussion, ouvert au partage, à la transmission. Ce n'est pas quelque chose que nous devons prendre à la légère. OK? Donc avant de vous présenter ce monsieur, toujours à mes côtés, vous le savez, je ne marche pas sans mes deux soldats, mes deux chroniqueurs. J'ai nommé David Eros, le parolier. Bel bonsoir. Bel bonsoir, vie. Bel bonsoir tout le monde. Alors là, anti-gens fatigués, anti-gens brûlés. Et puis en même temps, encore fait un petit hommage à Dejou Boul, Dejou en l'honneur à Monsieur Aliwana, qui était en grand monde, en grand nom et pour nous au moule et même pour tout le football guadeloupéen. D'avoir mis ses porté en lot contribution vers Sainte-Anne, tout ça, mais notamment vers CSM et surtout et vers nous passons un bon moment. Et au savent à un moment là ça, il y a un qui frappé moi. C'est qu'en debout, on regarde le stade là, il regarde tous ces mondes là qui là. Et nous mélanger au ni blanc, au ni noir archivé raide, noir archivé lisse. Mais toute qualité moun là, moun mélangé. Et en l'an regarder nous y a qu'avec gay genouillé, le voit nous ont intérêt commun. Gay gens nous arriver sembler, nous arriver faire pep et nous avoir plus loin qui s'agit en nous-mêmes qu'avoir. Et il y a quasiment comme ça que tout est impossible. Et notamment là, nous avons de ça, nous ne pas les choses là. Parce que si on a un intérêt commun, eh ben, il y a un lot qui peut tomber. Et c'est en ce sens ça aussi qu'on a salué tous les gens qui fument, tous les gens qui la jouent, tous les gens
Fonsarail, on y a des familles, on y a des amis. Et on ne pas oublier non plus, c'est O'Neill qui a du cos, ni M. Duto, M. Pintos, et pardon. Et nous avons salué tous les gens qui ont côté nous, tous les grands mondes, tous les gens qui sont malades, tous les gens qui sont couchés. Parce que nous avons dit nous comme ça, que chaque fois qu'il y a une émission, ça a une force, alors nous là, nous avons beaux autres. Et vers tout partout, la Zoye, qui c'est Guyane, qui c'est Martinique, qui c'est Guadeloupe même, qui c'est en France. Parce que c'est mon français aussi, nous avons en gros, nous savons qu'ils sont connectés et à cause de ça, déjà une aide matin, des aides matin. Alors, merci pour tout ça, merci pour ça qu'ils ont qu'à nous là. Et vers l'amour pour soi là, pas d'avoir derrière un bougré, il y a encore un autre bougré. Et sacré bougre. Toujours ces jeux de mots que l'on apprécie. Merci d'être là. On dit un intérêt commun. Et bien, c'est ça aussi au souhait là, son intérêt commun qui a rassemblé nous. Je l'ai dit, j'aimerais que nous soyons très nombreux connectés ce soir. Vous avez demandé l'émission. Cette émission, nous l'avons préparée. J'aurais aimé vous voir nombreux. Donc, nous pas qu'à commencer l'émission là avant vrai 100 monde connectés si live là. Ça veut dire que chaque monde, là on dit c'est en mission nouillé, entre nous c'est en mission nouillé. Nous pas faire émission pour faire émission à présent là. Nous décider nous pas qu'à faire émission. Nous pas crier nous pour demander nous vous êtes passé où, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on vous a pas entendu. Ça veut dire que vous prenez conscience des informations que nous mettons à disposition de la communauté dans cette émission. Nous apprenons mission nous au sérieux. C'est à vous aussi maintenant de prendre votre mission au sérieux. Là, nous disons que nous allons parler des géothermies, nous allons parler des problématiques à la Guadeloupe, des solutions pérennes et durables portées par un Guadeloupéen pour les Guadeloupéens. Ça veut dire que chaque Guadeloupéen qui a gardé l'émission là, ça au souhait là, doit être senti en mission. Partagez, voyons un message. Et écoute, il y a une émission intéressante là. Regarde, les messagers ne sont pas importants. Qu'ils ont aimé Rose, qu'ils n'ont pas aimé la blablateuse, qu'ils ont aimé Queen V, mais ce n'est pas le sujet. Il y a une émission importante. On va parler d'avenir de la Guadeloupe. On va parler de solutions pérennes. On va parler de nos ressources endogènes naturelles. On va parler de reprendre la maîtrise de nos ressources pour développer localement notre territoire, pour exporter nos ressources, pour produire de la richesse. Nous allons parler de nous, des bités en nous, qui nous allons avancer. Si vous êtes concernés par la Guadeloupe, vous doit être, même gens ont été connectés semaine dernière, même gens ont été connectés, en vrai, vous êtes plus de 600. Vous êtes plus de 600 connectés. Bouteille de l'eau, ça fait le buzz. OK? On est capable d'être à plus de 200 connectés. Je vois que nous sommes déjà à 119. Ça me fait très, très, très plaisir. Faites tourner, partagez. OK? Merci infiniment. Merci. Cette émission, elle ne peut pas continuer si vous ne participez pas activement. Cette émission sera en 2 volets. OK? Donc, vous avez encore le temps de prendre le train en marche. Ménémoun. À mes côtés, ma fidèle aussi, soldat, la blablateuse qui est avec nous ce soir. Belle bonsoir la blablateuse. Qui genre? Ah ben très bien, après ce que je viens d'entendre là, tout va très bien. Tu as embarqué, je pense, tout le monde dans le wagon. Enfin, j'espère bien parce qu'effectivement, entre nous et notre émission, normalement, que devrait regarder... j'ai envie de dire tous les Guadeloupéens, mais non, je vais pas dire tous les Guadeloupéens. Je vais dire en tout cas une majorité quand même, puisqu'elle nous concerne sérieusement. Donc, j'espère bien que toutes les émissions que nous allons proposer, vous vous sentirez concernés, acteurs, pour que vous puissiez partager ça. C'est clair et net. Mais on voit quand même que le travail de conscience commence à se faire de plus en plus, donc ça nous fait plaisir. La preuve en est, tu n'as même pas fini de parler, on était déjà à 100, plus de 100, et on sera encore plus nombreux ce soir pour écouter justement du coup tout ce qu'on va dire à propos de la géothermie, et que vous allez apprendre, vous allez prendre conscience, vous allez aussi accompagner les acteurs de ce secteur, et vous verrez que vous allez être très surpris, et c'est ce qu'on veut pour vous, des bonnes surprises. Et aussi que vous soyez avec nous tous les mardis soirs.
Merci bien. Eh bien voilà, on l'a dit ce soir, nous abordons un sujet crucial. Hein. Nous faisons face, on l'a déjà dit, à des défis sans précédent. Crise sociale, crise économique, pauvreté hein, qui dure depuis des années, quelle que soit la couleur politique, quel que soit le bord politique. Ok, il est temps, en tout cas, il est temps de réfléchir. Je dis il est temps, mais il y a déjà des réflexions, même des actions qui sont mises en place pour arriver à des solutions innovantes et durables surtout pour notre développement économique, notre développement local. Ce soir, je le disais, nous avons le privilège d'accueillir un invité exceptionnel. Il s'agit de M. Gérald Bougré, qui est pionnier, visionnaire dans le domaine des énergies renouvelables et surtout qui est promoteur du projet avant-gardiste Une Guadeloupe d'avance, géothermie de 4e génération hydraulique. Et oui, vous me direz que le nom peut paraître surprenant, mais avec des explications, on arrive à tout comprendre. Ok, donc restez surtout connectés. Monsieur Bougré se bat depuis longtemps pour sensibiliser la population guadeloupéenne aux enjeux considérables derrière ce projet. Et ce soir, nous avons le privilège de l'avoir sur ce plateau. Bonsoir, Monsieur Bougré. Bonsoir de m'avoir invité. Bonsoir à toute la Guadeloupe et effectivement, je suis très content de pouvoir faire part et informer la population que tout ce qui avait été dit, et je ne peux pas m'empêcher de penser à Nusire Kalala Motunde. C'était les premières fois où je suis passé sur Canal 10, c'était par rapport grâce à lui, grâce à un certain nombre d'éléments qu'on a pu partager, que je lui ai appris. Et c'était ici, c'était à Canal 10. Et l'information de la population a commencé véritablement à ce moment-là, d'autant que beaucoup de gens ne le savent pas, mais j'ai aussi des activités en Afrique, et donc je suis en permanence, comment dirais-je, à l'écoute de où on travaille avec des personnes qui sont sur la terre de nos ancêtres, et c'est quelque chose de particulier. Vraiment de particulier. Je remercie aussi Canal 10 parce qu'ils m'avaient proposé à une époque de faire une émission, mais je leur ai dit que je ne pourrais pas avoir du temps disponible pour cela parce que je suis vraiment engagé dans une démarche et dans une action qui est très longue et très longue à mener parce que pour des raisons qui sont liées à la nature même des projets qui sont présentés, parce que GAG au 4G, alors je rectifie, vous avez dit la tête. hydraulique, mais c'est l'hydrogène. Et je suis particulièrement ému du fait de ça. C'était dans cette salle-là, c'est là que ça a commencé. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à lui, je ne peux pas m'empêcher non plus de penser à Harold et toutes ces personnes qui, dès le départ, m'ont ouvert leur porte et de manière à ce que je puisse m'exprimer et que notre population puisse savoir. Mais alors, elle peut pas s'imaginer jusqu'à quel point la Guadeloupe possède des richesses à tous les niveaux. Et bon, pour des raisons que certains vont trouver dans un sens ou dans un autre, on n'a pas pu même pas les informer du fait qu'ils n'étaient pas du tout ce qu'on essaie de faire croire. Des gens qui sont... on leur fait croire qu'ils sont pauvres, on leur fait croire qu'ils sont nuls, on leur fait croire plein de choses. Alors qu'à l'extérieur, je vous le dis et je vous le répète, je vous l'ai dit la dernière fois, ce projet, ces sous-ensembles m'ont permis de découvrir qu'il y avait des Guadeloupéens. Je l'intuitais déjà, parce que quelque part j'en fais partie, mais qu'il y a des Guadeloupéens exceptionnels dans le monde entier, dans tous les domaines. Bien sûr, on nous a souvent attachés à la musique et au sport, mais il y a des Guadeloupéens qui sont d'une force intellectuelle et démontrée à l'extérieur. C'est pas restés ici en Guadeloupe, en Martinique, dans les Caraïbes, qui ont été renommés à l'international. Et ce à quoi je ne m'attendais pas non plus, c'est que ce projet, ce sous-ensemble, de par les réseaux sociaux, ont eu un écho tel que beaucoup d'entre eux m'ont appelé. Beaucoup d'entre eux m'appellent encore pour me dire que, au fur et à mesure des besoins, donc ils seront disponibles pour travailler, pour apporter leur contribution, que ce soit de l'ouvrier au cadre supérieur, surtout et aux ingénieurs, pour pouvoir faire en sorte que la Guadeloupe prenne conscience
de ses atouts et de savoir qu'elle est en capacité à tous les niveaux, sur toute la chaîne, ce qu'on appelle en business, la chaîne de valeur qui est liée à ce genre d'activité, de jouer les premiers rôles. Par ailleurs, je l'ai dit et je le répète, avant le Covid, sans avoir demandé quoi que ce soit à personne, l'Arabie Saoudite m'a appelé, le Qatar m'a appelé, le Bahreïn m'a appelé, et ainsi de suite. Donc, et lorsque je vois que les chiffres de l'INSEE et des chiffres catastrophiques, mais qui durent depuis des décennies, et que lorsque je pense qu'il y a... On dit des chiffres, c'est dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs. J'ai fait une synthèse sur une page que j'aime bien dire aux gens, voilà la réalité de la Guadeloupe. Et lorsqu'on regarde sur les différents médias, sur ce qui se passe, on n'en entend jamais parler. Et moi, je ne peux pas supporter de savoir que dans une île qui possède autant de richesses, duquel on peut le démontrer, et il n'y a pas que moi qui peut le faire, bien d'autres peuvent le faire aussi, qui possède autant de richesses évaluées par des cabinets financiers internationaux, Goldman Sachs, JP Morgan, Deloitte et autres, à des milliers de milliards de dollars. On se paye 45 à 50% de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Je ne veux même pas savoir ce que les femmes enceintes, les femmes qui ont des enfants avec plusieurs pères différents, malheureusement, parce que les choses ont fait que leur histoire a commencé comme ça. Les grands-mères, les grands-pères sont dans des situations inimaginables. Je parle même pas de l'histoire de l'eau. Pour moi, c'est impensable. Ça n'a pas de nom. Et que je vois des personnes apparaître, discuter de plein de choses. Comment on fait pour parler de choses et d'autres, alors que ton grand-père, ta grand-mère, ton petit frère, ta sœur, etc., peut se trouver dans une situation, il va ouvrir un robinet, et puis le père, la mère n'est pas là, il va boire l'eau qui est dans le robinet, et puis on sait comment ça se passe derrière, quoi. Monsieur Bourgret, on sent quand même beaucoup d'émotions quand vous parlez de ça. C'est très compliqué pour moi. Ouais. Pourquoi ? Parce que déjà, de par nature, je supporte pas l'injustice, surtout l'injustice sociale. Et c'est comme ça. Vous avez votre ADN et ce qui vous fait vibrer ou survivre sur Terre, que vous maintient en vie ou je ne sais trop. Et comme je l'ai dit, on aurait très bien pu faire avancer ces projets-là tout seul, mais moi j'ai quelque chose qu'on appelle une conscience. Je ne sais pas la définir d'un point de vue philosophique ou autre, mais cette conscience... C'est l'intérêt de... Elle m'interdit, je ne peux pas savoir du peuple, que je de la vais... population. Oui, mais ça, des fois, c'est utilisé de manière démagogique. Moi, je peux pas imaginer, surtout aujourd'hui, en 2024, avec tout ce qui existe, les outils, les moyens qui existent, etc., de voir qu'on continue de laisser entendre que le capitalisme débridé, qui va dans tous les sens, etc., qui a amené l'humanité là où elle est aujourd'hui, et qui va amener peut-être vers la Troisième Guerre mondiale. Nous disposons des ressources qu'on a identifiées. On n'a pas été demandé à quiconque de faire ce travail. Nous avons identifié, j'ai fait le travail qui va bien au début des années 2000, à ces allers-retours, pour faire en sorte qu'aujourd'hui, la Guadeloupe puisse pouvoir tenir devant n'importe qui, devant l'État, devant l'ONU, devant n'importe quel pays caribéen, n'importe qui, pour leur dire, voilà, nous sommes capables de vous démontrer telle équation, telle situation, telle richesse, tout ce qui va avec, tout ce qu'ils connaissent, tout ce qu'ils savent manipuler en termes de développement économique, en termes de business, on est capable d'être là avec, encore une fois, la représentation de toute la chaîne de valeur et des Guadeloupéens qui sont exceptionnels, comme on a eu dans le sport, je vous le dis, etc. Et ainsi de suite. Malheureusement, pour des raisons que j'ignore, je vois de temps en temps des émissions, on parle des problèmes, on répète que des problèmes existent avec des personnes différentes. Mais ça fait des années que je vois un certain nombre de choses. Mais à moins que ça s'est fait, je ne le sais pas. Je n'ai jamais entendu parler de solution.
quand je dis de solutions réelles, hein, pas des solutions pérennes et durables. Pérennes et durables, et pas des promesses politiques, des X ou des Y, Z que certains ont l'habitude de faire, ou alors d'aller parler de choses qui ne peuvent pas fonctionner. Je ne sais pas comment dire aux gens, on a une superficie de 1720 km², on a 380 000 personnes, parce que beaucoup de jeunes. Vous ne pouvez pas développer un pays si vous avez une proportion de personnes qui se trouvent avec la classe ouvrière et la classe moyenne, qui se trouvent à 50%, 60%, qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, parce qu'ils ne peuvent pas acheter. Si vous n'avez pas de possibilité, si vous n'avez pas de marché, si vous n'avez pas de possibilité d'acheter quelque chose sur le marché, vous n'avez pas une demande solvable, ça veut dire que les gens qui vont acheter votre produit, votre téléphone portable, votre X, votre Y, etc., ils vont s'endetter. Et on sait où la dette, pas au niveau de la dette des États, parce que ça c'est autre chose, où ça peut amener à la base, quoi. Et c'est d'autant plus insupportable pour moi que de savoir que ceci fait ce travail-là avec un certain nombre d'autres, et qu'on est capable de démontrer que 100 mégawatts de produits à partir de la géothermie au Alpi, je dis que 100, peut rapporter 110 à 120 millions d'euros de chiffre d'affaires et 90 millions d'euros de bénéfices par an, multipliés par 20, 15 ou 20 ans. C'est pour ça va tomber bien, c'est au cas là, d'après nous, on pose une question. Il a dit comme ça que nous gagnons en l'usine à géothermie Guadeloupe. Et Kaki a dit pourquoi ça vous proposez là qui est meilleur que l'autre là. Alors, ce qui est là, qui là, pas faire rien pour nous. Donc, c'est vrai que nous là qui a posé question là, ça c'est un monde qui peut-être qui déjà au courant à projet là, mais c'est vrai que et oui, parce que M. Bourguiopé a pensé que déjà parler des projets là, mais on part d'un principe qu'il y a des personnes qui ne sont pas au courant. Est-ce que vous pouvez, il faut peut-être détailler les principaux objectifs de votre projet et quel est ce projet. C'est quoi la géothermie? Même le contexte actuel de la Guadeloupe par rapport à la géothermie, comment est-elle exploitée? N'oubliez pas qu'il y a la mamie qui nous regarde, qui sait pas c'est quoi la géothermie. Quand ça y est ça? C'est la possibilité d'utiliser la chaleur du sous-sol, le magma qui est en bas, dans le sous-sol du centre de la Terre, qui se trouve bien évidemment plus proche des volcans, plus il y en a et plus la chaleur est importante. Et avec cette chaleur, via des dispositifs technologiques et industriels, notamment lorsqu'on a une température au-dessus de 150 degrés Celsius, on peut produire de l'électricité. Et là, en Guadeloupe, nous avons ces ressources naturelles endogènes qui peuvent permettre. Ça, c'est prouvé. Les premiers forages d'exploration ont commencé en 1962. Et là encore, ça me fait dire des choses que les gens ne vont pas comprendre parce que cette histoire, elle est symptomatique des manques qu'il y a eu à un certain niveau par rapport à cette ressource, parce qu'il n'y a pas que celle-là, mais celle-là qui a été complètement comment dirais-je, pas citée, pas travaillée, pas c'est un peu pour compte, etc. Mais comment expliquer cela? Comment expliquer que nous avons justement des ressources naturelles endogènes qui peuvent justement nous permettre de développer un territoire tout entier et jusque-là, nous en 2024 quand même. Comment on explique ça, ce manquement? Selon moi, je ne suis pas un spécialiste psycho-historique de je ne sais trop quoi. Ce que je sais, c'est que la culture business, rappelez-vous, lorsque moi j'étais enfant, on m'a toujours fait comprendre que c'était les fonctionnaires, il fallait devenir prof, instit, etc. pour avoir une place dans la société. Je l'ai vécu. Mon père, en troisième, j'ai passé le concours d'entrée. La culture business, on l'avait pas. J'ai passé le concours d'entrée à l'école normale avec un professeur qui s'appelait Zébus. J'ai fait mon parcours à l'école normale avec un de mes potes qui s'appelle Victor Jean-Noël, qui est navigateur, formateur navigateur. Et à partir du moment où vous êtes mal orienté dès le départ, que vous ne savez pas, que vous n'êtes pas informé, qu'est-ce que vous faites? Vous reprenez ce que vos parents vous ont dit, les schémas et les modèles qui vont bien. Mais on est d'accord qu'on parle même en termes d'éducation, parce que c'est pas les métiers, la formation, la désinformation que l'on subit. Tout y est, et l'histoire de la géothermie bouillante cristallise ça en fait. Parce que je vais vous prendre un exemple tout simple. N'importe quel businessman, n'importe quelle personne qui se connaît un petit peu en fonctionnement d'entreprise exploitante ou gérant, pour dire Calixte, une ressource, on commence par les études de marché. Là, dans le cas d'espèce, c'était les études préliminaires.
Hein, il fallait faire les forages et autres. Pour faire les études préliminaires, pour faire les forages, il faut de l'argent. L'argent, comme vous le savez, c'est les impôts des Français, bon, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais les impôts de Français en général, dont les Guadeloupéens, qui ont financé cette partie-là. Et il est impossible, sauf si vous êtes je ne sais pas quoi, qu'au moment où on va démontrer, après la phase d'études, la phase d'expérimentation, etc., que vous ne soyez, que ceux qui ont financé les études, la phase expérimentale, on ne leur propose pas de faire partie du capital de la société qui va exploiter ou gérer la ressource. Ça n'est pas possible. Eh bien, malheureusement, les personnes en question qui étaient positionnées comme ils étaient positionnés, elles n'ont rien demandé. Qu'est-ce que les autres ont fait, comme d'habitude, le BRGM, le DF, et puis les autres, ils ont monté une société qui s'appelle Géothermie. Finalement, ce qu'on a dit, c'est que d'autres gens qui ont exploité les ressources en nous. Oui, mais la question, oui, comme Eros l'a dit, nous avions déjà une usine de géothermie. Tout le monde est au courant qu'il y a une usine de géothermie. Pourquoi ne nous a-t-elle jamais rien rapporté? Il y a le monde qui a posé des questions. La raison, c'est celle-là. C'est parce que dès le départ, comme les gens ne connaissent pas ça, on n'a pas été demandé, on a fait tant de millions d'études, on demande à avoir en retour donc en fait, c'est une richesse qui n'est pas redistribuée équitablement. Oui, bien sûr, mais l'origine, aujourd'hui, on en a des conséquences. Ouais. Mais c'est à l'origine qu'il aurait fallu faire ça. Et si vous n'êtes pas là au départ, il ne faut pas que vous vous détourniez, que vous ne soyez pas là. Et de surcroît, ça vous fait... lorsque les gens vous regardent, ou lorsque les gens d'aujourd'hui regardent ça, ils disent, mais les Guadeloupéens, c'est quoi? Ils ne connaissent rien. Ils ne savent pas. Parce que ce n'est pas possible. Mais comme vous n'avez pas demandé ce qu'il fallait au moment où il fallait, les autres, ils font ce qu'ils ont. C'est ce que je dis tout le temps aux gens. Il y a des personnes, dans certains milieux et sur certains sujets, les gens, l'État et X ou Y personnes, ils cherchent leur intérêt. Mais ça, c'est normal. Que les gens ensuite tuent des gens pour ça c'est autre chose. Mais lorsque vous avez un sujet ou un projet ou des éléments que vous devez mettre sur en commerce, un marché ou ensemble, il faut que vous sachiez, vous connaissez les bases de ce que vous allez, de ce sur quoi vous allez travailler. Si vous ne le connaissez pas, vous n'êtes pas informé. Mais forcément, vous passez à côté de richesse. Est-ce que la population a été véritablement informée? Mais dans cette époque-là, c'est ce que je te dis, non. Mais parce que, si les décideurs, même quand ils ne peuvent pas même redistribuer pour la population. Oui, parce que la culture guadeloupéenne de l'époque, à part quelques rares exceptions, était que il faut être fonctionnaire pour pouvoir être reconnu socialement. J'ai connu des entrepreneurs en bâtiment. Ils se mariaient avec une femme qui était institutrice, pour pouvoir avoir accès aux prêts et autres, pour pouvoir développer leur entreprise. Bon, malheureusement, beaucoup d'entre eux ont monté des entreprises individuelles, ont payé les conséquences qu'il y avait derrière aussi. C'est ça. Si vous n'avez pas cette culture-là, si vous n'avez pas cette connaissance-là, les autres, qu'est-ce qu'ils font? Il ne faut pas venir dire après les autres qui sont méchants, ils cherchent leurs intérêts. Aujourd'hui, comme avait posé la question, je ne sais plus, c'était qui? Tu as vu le nom de la personne? Oui, c'était en conscience. Voilà. Donc, quelle est la différence, en tout cas, avec le projet que vous... La différence, c'est qu'entre-temps, beaucoup de l'eau a passé sur les ponts. Aujourd'hui, la société guadeloupéenne, il y a quand même des personnes, il y a quand même des gens qui sont des entrepreneurs. Mais bon, je dis toujours, je prends, entre guillemets, le terme entrepreneur comme il faut, parce que là encore, pareil, il y a des fondamentaux qu'il faut respecter. Et la Guadeloupe ne respecte pas ces fondamentaux. Je n'y peux rien. On peut me dire tout ce qu'on veut. Encore une fois, ça rejoint ce que géothermie bouillante, là où on est aujourd'hui, ça cristallise, je vous l'ai dit tout à l'heure, les différents défauts ou les manques qu'il y a dans la société par rapport à l'aspect entrepreneurial, entre autres. Par exemple, on dit aux gens, montez votre boîte, montez votre boîte, montez votre boîte. Mais c'est complètement... Ça n'a aucun sens. Vous ne montez pas une boîte pour monter une boîte.
vous montez une boîte parce que par rapport à un marché donné constitué d'un certain nombre de personnes, clients, consommateurs, entreprises, autres, okay, vous avez une idée, un matériel, un équipement ou quelque chose qui va les intéresser. Il faut que vous sachiez quel est ce marché, de quoi il est fait, quel est le nombre de personnes qui sont prêtes à acheter votre produit, votre matériel, votre équipement, etc. Et c'est après ça que vous pouvez bâtir plusieurs des business plans qui doivent vous permettre de faire une idée de ce que vous allez pouvoir exploiter, sur quelle base, dans quelles conditions, etc. On dit aux gens, montez des startups. Mais ça, M. Bourguet, ce qu'a dit nous là, c'est des bitins qui... Fondamental. Donc, qui dit fondamental, c'est des petits jeunes pour être d'autres qui nourrit business, mindset là, ça, business oriented là, ça. Ben, oui. Parce que c'est pas là où grand qu'on soit décider si j'ai en direction, à métier, à connaissance, si jamais tant de temps, ça va être difficile à des informations. Tout à fait. D'où la nécessité. Donc, je dis bien, ce que géothermie, les questions que se posent les gens, les questions au niveau de la géothermie bouillante, elles résultent du fait que cette culture-là, regardez au niveau du sport, au niveau de la musique, au niveau de la culture, il y a des choses qui existent depuis longtemps, qu'on a travaillé, qu'on a vu, et on sait qu'on est bon là-dedans. Dans ce domaine-là, trouvez-moi un bouquin sur un entrepreneur guadeloupéen. Trouvez-moi un bouquin sur un ingénieur guadeloupéen. Et voilà, en France, il y en a des tonnes. Hein, ben là, il n'y a pas. Parce que cette partie-là a manqué. Et comme cette partie-là a manqué et continue de manquer... Déficit. Eh ben voilà. Nous avons de gros déficits. Eh ben, il y a plein de choses qui passent, qui vous justement, passent. Pour les gens qui ont posé la question, la géothermie actuellement là, que nous avons, la bouillante, ben oui, c'est mon avis ça. Les Américains. C'est mon avis ça. Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment? Est-ce que c'est une information paiement nous, ou bien est-ce une information qui ne va pas concerner? D'autant plus qu'elle a été vendue sans appel d'offres. Non, c'est pas par les Américains, c'est Ormat, c'est Israël qui gère la centrale, c'est pas les Américains qui... Ben, vous voyez, les Guadeloupéens ne savent même pas ça, parce que même j'étais persuadé que c'est des Américains. Parce que, encore une fois, la société Ormat. Oui, parce que tout ça, c'est lié à ce que je viens de vous dire. On ne vit que les conséquences qu'on a identifiées avec le nom de la société qui a racheté, etc. Mais derrière ça, il y a une histoire que les Guadeloupéens ne connaissent pas. Voilà. Laquelle est... Voilà. Qui est celle que, lorsque j'ai quitté le CEA en tant que président d'une société, d'une structure informatique du CEA, pour lequel on m'avait appelé pour ça, pour démarrer une société d'informatique de très haut niveau pour un système réseau exploitation de l'époque, j'avais dit, je leur avais dit au départ que moi j'allais rester 4 ans dans cette boîte. Après, je revends mes actions et puis ensuite je fais de la recherche de développement appliqué dans le domaine où la Guadeloupe va avoir besoin, le jour où elle va tendre vers une forme d'autonomie, une forme d'indépendance et autres, qui sont autant que faire se peut la santé. Parce que si vous n'avez pas la santé, bon, c'est un domaine régalien, mais on peut quand même voir un certain nombre de choses. Si vous n'avez pas la maîtrise de l'eau, vous n'avez pas la maîtrise de l'énergie, vous n'avez pas la maîtrise de l'éducation, formation, etc. Bref, vous avez une autonomie relative, une indépendance relative, mais vous ne l'êtes pas vraiment. On ne pourra jamais en parler. Ceci étant, on peut aussi dire, bon ben, on s'en fout, on y va quand même, et puis on vit. Sauf que, il faut se dire que lorsqu'on part dans cette direction, sur ces bases-là, les conséquences aussi, il faut être prêt à les gérer et les surmonter. Et je peux vous dire que beaucoup de gens disent, oui, mais les Caraïbes sont indépendants, l'Afrique est indépendante, les Québécois, etc. Mais ils ne se ramènent pas à l'échelle de la Guadeloupe et de l'histoire de la Guadeloupe et tout le reste. Parce que nos ressources aussi sont propres. Oui, tout à fait. Mais et ça, c'est important de savoir ça au départ pour ne pas véhiculer des messages ou laisser entendre que parce que... On va reproduire peut-être aussi des schémas économiques qui ne sont pas adaptables. Ah, tout à fait, oui. De toute manière, je l'ai déjà dit et répété, je répète encore, quand vous avez les ressources qui vont bien, l'État, sauf cas très exceptionnel, surtout dans le domaine où on est, nous, la déréglementation climatique, c'est un enjeu mondial. C'est pas la France et l'Europe, c'est mondial. Les accords de Paris qu'ils ont signés, 185 pays ont signé les accords de Paris à l'initiative de la France. La France se trouve en retard par rapport aux objectifs qu'elle s'est fixés lui-même. C'est son enjeu mondial. Donc, on a une fenêtre de tir qui fait que ce qui s'est passé par rapport à un certain nombre de choses, l'histoire de la Guadeloupe, etc., on a peut-être une chance de passer au travers et de nous retrouver de l'autre côté de la balance, mais en étant, en ayant les moyens de notre développement par ailleurs. Mais il faut pouvoir suffisamment l'intellect qui va bien, le mental qui va bien, et la capacité d'aller tenir à l'Assemblée nationale et devant le Sénat.
quand vous allez voir le président de la République française, c'est un financier. Si vous lui dites, si quand on va le voir, on commence par lui dire je suis département, je suis région, je dois avoir ceci, je dois avoir cela, il va vous dire il n'y a pas de souci. Sauf que s'il doit te verser ce qu'il doit, que l'État doit au bout de 3 mois, il peut te dire moi, je vais te le faire au bout de 6 mois, au bout d'1 an, etc. Entre-temps, il a changé et on se retrouve avec une autre équipe qui arrive au pouvoir et qui vous dit ça m'intéresse pas. Vous allez voir. Ce que vous dites, c'est qu'actuellement là, il faut pouvoir parler business. On dispose, on s'est doté des moyens, on a identifié, on a caractérisé, on a mis en place un certain nombre de choses, on profite de ce qui existe au niveau mondial pour dire qu'on est capable de passer au travers des mailles du filet. Voilà, mais pas n'importe comment, et surtout pas en allant regarder le passé, qui bitait, il fait nous ça, qui bitait fait nous ça, il faut bitait, etc. Non, en 2024, même avant, il y a des possibilités de faire des choses, mais il faut les faire de manière intelligente. Si vous venez pour aller connaître quel ennemi on est comme bitin qui peut mettre en face d'elle, vous pouvez chercher premier bitin puis bas bâton. Non, moi je vois le président de la République, je dis voilà, win-win, toi tu gagnes ça, nous on gagne ça, et puis voilà, on essaye cette démarche-là sur ces bases-là, parce que en plus, endetté, 113% du PIB, endetté, etc. C'est des trucs pas possibles. Ça, je dis, le calcul que j'ai fait au début des années 2000, c'est sans avoir comment dirais-je, exactement comment les choses allaient se passer, parce que je pourrais pas prévoir le Covid et tout le reste, qui a retardé pas mal de choses, c'est que on a un contexte qui, en plus, entre-temps, nous est extrêmement favorable. Parce que, ne serait-ce que par rapport à l'hydrogène, tout le monde cherche aujourd'hui à avoir de l'hydrogène vert le moins cher possible, etc. Et il se trouve que ce que nous, on a institué en termes de travail à faire par rapport à la géothermie, aujourd'hui, l'enjeu, c'est pas la géothermie. Pour nous, symboliquement, on fait ce qu'il faut pour récupérer l'unité industrielle de Bouillante, on la récupérera. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il faut simplement, parce que nous, on est dans la dynamique où on sait ce qu'il faut, là où il faut, au moment où il le faut. Sauf que ceux qui sont positionnés, je ne sais pas trop quoi, dans les structures d'instances X, politico, je ne sais pas trop quoi, etc., ils sont dans leur manière de fonctionner traditionnelle, avec les mêmes modèles. On a beau leur dire non, on est à 2000 et quelques, les problématiques qui ont été posées à un certain moment, on ne peut pas les résoudre avec les mêmes, comme disait Einstein. Comme disait Einstein, il ne faut pas demander à quelqu'un de refaire les calculs avec les mêmes chiffres et puis demander d'avoir un résultat différent de la fois dernière. Donc voilà. Et c'est ça aujourd'hui qu'il faut que nos compatriotes comprennent. D'autant qu'en plus, l'État a mis en place un certain nombre, parce qu'ils se sont rendus compte que le capitalisme débridé, ça amène nulle part, en tout cas aux extrêmes qu'on connaît, a mis en place des structures juridiques qui sont à même de donner aux citoyens le moyen de faire des propositions, notamment sur l'intérêt général et l'intérêt collectif, sur certains business qui sont liés à des éléments stratégiques d'un territoire. C'est comme ça que, par exemple, il y a eu des sociétés coopératives qui existaient depuis longtemps. Maintenant, on parle de sociétés coopératives d'intérêt collectif. L'intérêt collectif, ça n'existait pas avant. Et nous, dans le même temps qu'on faisait ce travail technique et autres, par rapport à ce que vous savez, on a fait en sorte que tout le travail qui va bien, c'est en tout pas possible avec le portail de l'INPI, pour créer une société coopérative d'intérêt collectif qui s'appelle KENERES, Karukiera, Énergie, Économie Sociale et Solidaire. Moi, je ne crois pas du tout à la suite du capitalisme débridé. Je crois à l'économie sociale et solidaire, avec un meilleur équilibre comment dirais-je, du travail, ou en tout cas de la gestion, du fonctionnement sur un territoire. Voilà. Et on s'est donné les moyens pour que ces éléments-là existent, soient positionnés, et qu'au fil de l'eau, les Guadeloupéens puissent savoir que ça existe, voilà les buts, voilà les moyens, voilà les objectifs et tout, mais pas pour... Beaucoup de gens disent oui, c'est pas avec 1 euro qu'on va... Mais on n'est pas parti dans cette direction-là pour une histoire d'1 euro par 1 euro. C'est symbolique, c'est simplement le fait pédagogiquement parlant, de dire aux Guadeloupéens, si on a perdu ce qu'on a perdu à un certain moment, c'est parce que la notion même de société, qui permet, une structure juridique qui permet d'aller exploiter une ressource, ou de produire ou de vendre un matériel, un équipement, ou une idée, ou une prestation, etc. On n'a pas cette culture-là. On l'a très peu.
Okay, où on l'a, en plus quand on l'a, on peut l'avoir très mal. Parce qu'il ne faut pas oublier aujourd'hui que justement pour ne pas avoir respecté les fondamentaux, 60 à 70% des entreprises guadeloupéennes ne payent pas leur précompte salarial. C'est-à-dire que l'argent qu'ils prélèvent sur les salariés pour pouvoir reverser aux caisses ne le reversent pas aux caisses. Et je le dis et je le répète encore une fois, si l'URSSAF travaillait comme ils travaillent en France hexagonale, eh ben, il n'y aurait plus d'entreprises guadeloupéennes qui seraient debout. Et à chaque fois, et ça aussi on l'oublie, l'histoire oubliée, il y a eu des assises sur la pêche, des assises de l'agriculture, les assises de l'élevage, les assises X, les colloques de toutes sortes possibles, imaginables, la LOM, la LODEOM, le COMOP, le machin. Ça n'a jamais rien donné, sinon qu'au bout de ça, comme les entreprises guadeloupéennes sont exsangues et qu'elles ne peuvent plus répondre au marché, les entreprises de l'autre côté arrivent, elles répondent au marché parce qu'elles sont régularisées, elles n'ont pas de problèmes fiscaux ni sociaux, okay, ben, et donc du coup, ils occupent la place, et les Guadeloupéens qui dit ouais mais qui ont ces messieurs fait ni ça, qui ont fait ça. Ben oui, mais parce que eux ils sont entrés dans une dynamique complètement différente. Et ça aussi pareil, si on ne change pas cet état d'esprit là, si on ne positionne pas les choses en respectant les fondamentaux, on va toujours avoir les mêmes problèmes. C'est mathématique, c'est physique, c'est tout ce que vous voulez. Donc ça aussi, ça fait partie des éléments qu'il faut arrêter de dire aux gens monter des boîtes. Aujourd'hui, il faut que la Guadeloupe fasse un état global pour savoir quels sont les marchés qui existent. Aujourd'hui, est-ce que justement il y a, parce qu'on dit il faut le faire, est-ce qu'il y a déjà des études qui ont été faites pour mener à bien ce projet? Est-ce que le marché a été analysé? Mais ça fait quand même 15 ans. Ça fait combien d'années que vous pensez bien que... Vous avez beaucoup analysé avec Google quand même après toutes ces années. Hein? Il n'y a pas que moi, il y a quand même un certain nombre d'équipes qui l'ont fait avec moi. Mais oui. Et de par ailleurs, oui, bien sûr, j'ai choisi, parce qu'au départ, j'étais parti sur l'eau et l'énergie. Ensuite, j'ai focusé sur l'énergie, parce que les problématiques déjà de l'eau dans les années 2000, c'était déjà folklore. Donc c'est pour ça que je vous dis, j'ai choisi l'énergie. Et heureusement, j'ai intuité cela, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons fait le parcours qui va bien pour être crédible devant aussi bien l'État que l'ADREAL, que l'ADEME, que X, que Y, que Z, et continuer d'avancer sur ça. J'en profite aussi pour dire que les gens, certaines personnes disent « Ouais, mais depuis temps là. » On continue à le dire. Ils continuent à le dire parce que là encore, pareil, il y a une problématique d'échelle. Quand vous démarrez une boîte pour monter un truc de vente de chaussures, de vente de fruits et légumes, ou je ne sais pas trop quoi, même si j'ai rien contre les gens qui font ça. Okay. Là, ce sont des projets dont les CAPEX, les besoins d'investissement, c'est de l'ordre de 250 à 300 millions d'euros. Dans une des premières phases, il y a des sous-ensembles. Et que si on suit tout ce qu'on dit au fil de l'eau, ça peut aller jusqu'à 5 ou 7 milliards. Parce que lorsqu'on a j'ai focusé sur ce secteur-là, c'est parce qu'il était rémunérateur, okay, au sens, vous vendez de l'électricité à EDF, c'est un marché colossal. J'avais intuité aussi sur l'hydrogène, pas autant qu'aujourd'hui, mais j'avais intuité sur ça. Et aujourd'hui, on se trouve en face de par ce travail de recherche-développement appliqué dans les domaines qu'on est, en face des personnes qui, elles, n'ont pas fait ce travail-là et qui découvrent que chaque fois que l'État sort consultation publique, consultation de X, consultation de Y, donc, on a un sous-ensemble qui correspond, un autre sous-ensemble qui correspond, un autre sous-ensemble qui correspond, etc. Ce qui fait que dans tout ce que l'État demande par rapport à la Guadeloupe, sur aujourd'hui, en transition énergético, écologico, tout ce qu'on veut, la Guadeloupe, un des sous-ensembles du GA-GO4G.H2, travaillé par les Guadeloupéens, et a été en plus déposé, je vous l'appelle, après une cérémonie avec Kalala Omotunde devant la marche des esclaves, on a déposé le projet au niveau du préfet, ça a été instruit le 17 novembre 2022. J'ai rencontré le chargé de mission de la transition écologico-énergétique et économie circulaire, M. Philippe Poitiot, et il a dit que ce projet-là, et ce sous-ensemble sont éligibles aux fonds d'investissement nationaux, voire internationaux, parce que là aussi, les gens ne le savent pas, mais l'ONU, depuis on sait que il ne faut pas que la planète arrive à plus de 2 degrés à la fin du siècle, ils ont mis en place des fonds d'investissement dans tous les sens possibles et imaginables. Logiquement, depuis 2020, il y a plus de 100 milliards de dollars de flux qui sont injectés pour faire en sorte que les pays qui ont signé les accords de Paris, parce que la plupart d'entre eux sont pauvres, ils ne pourront pas atteindre leur objectif de réduction de gaz à effet de serre. Et nous, ça constitue pour nous, Guadeloupéens, une forme de marché qu'on a commencé à travailler.
Parce que ces gens-là, ils ont besoin d'ingénierie, ces gens-là, ils ont besoin de systèmes, ces gens-là, ils ont un certain nombre de besoins pour faire en sorte que... Et lorsqu'on va faire le sommet, pas le sommet de Versailles, on va apparaître au Salon des maires à la fin de l'année, okay, c'est pour commencer à mettre en place un dispositif, parce qu'aujourd'hui, il y a des salons dans l'hydrogène dans le monde entier. Et nous, on prévoit que le point de départ, ça va être le Salon des maires. Il y a un Guadeloupéen ou deux qui, au Salon des maires, et dans tous les pays où il y a des salons, il va y avoir des Guadeloupéens qui seront présents pour commencer, moi j'ai commencé déjà, mais pour continuer de faire en sorte qu'au niveau des ambassades... Ces Guadeloupéens, ils sont personnes qui font partie de votre équipe, est-ce qu'il y aura ils sont appel à candidature? Oui, il y aura appel à candidature, appel à manifestation. Parce que justement, on parle beaucoup, c'est un projet qui va justement inclure en tout cas la population. La population se pose des questions, est-ce qu'il y a des côtés où peut consulter ce projet-là, comment y participer, voilà. Quels sont les cerveaux qui sont demandés aussi? Pour les besoins intramuros, parce que l'hydrogène, je vous le rappelle, il y a des niches marchés qui sont la décarbonation de l'industrie, le stockage de l'énergie, la mobilité lourde, la mobilité légère. Si on m'avait écouté, ça fait longtemps que la Guadeloupe aura des véhicules électriques à base d'hydrogène, pas des trucs de batterie, de kibitin, de machin. Là encore, c'est un truc complètement fou, je comprends pas. Enfin bref, toujours est-il que, et surtout pour nous, c'est le moyen d'exporter, de produire ce qu'on produit l'électricité par ailleurs. Et comme on le produit, là aussi les gens l'oublient, mais pendant un certain temps, j'ai passé un certain temps avec EDF SEI à la Défense, avec M. Denis Rousseau, avec M. Laurent Capelli, polytechnicien, et, Mathieu Flamand, financier d'EDF, lorsqu'ils ont expertisé la partie technique d'utilisation et d'extraction de la ressource par ailleurs, on trouvait que c'était la meilleure manière d'exploiter la ressource géothermale dans le monde. Et ils m'ont dit, M. Bougré, lorsque vous, quel que soit l'endroit où vous allez monter un type de projet d'extraction de cette ressource, d'utilisation de cette ressource, nous, on vous suit si vous le désirez. Et on a, depuis cette époque, une lettre d'intérêt d'EDF sur ça. Cette partie qui nous permet d'exploiter la ressource, pas comme Ormat, pas comme ils font aujourd'hui avec... vous découvrez la chaleur, vous injectez, vous mettez de l'eau, ça génère la vapeur ensuite va permettre de faire les échanges thermiques jusqu'à l'alternateur. Nous, c'est pas comme ça. Voilà. Et il y a même des Guadeloupéens que j'ai prévu qui vont travailler pour optimiser encore les sondes géothermiques qui ramènent la chaleur pour faire les échanges thermiques qui vont bien. Donc, c'est ça le présent, en tout cas, vu de mon côté, et l'avenir de la Guadeloupe. Et compte tenu des ressources, des finances que ça génère pendant 15-20 ans, parce que vous avez un client EDF qui paye, et on n'a même pas intégré le business plan lié à l'hydrogène, parce que l'hydrogène, les besoins en intramuros que je vous ai dit là, c'est à multiplier par je ne sais trop combien, d'autant que je vous ai dit, comme en tout début d'entretien, Goldman Sachs, JP Morgan et quelques autres, ils ont déjà fait, ils font des prospectives tout le temps, etc. Et la Guadeloupe, donc, se trouve en position de pouvoir produire de l'hydrogène vert à des coûts quasiment les plus compétitifs au monde. Là, par exemple, on est en train de voir des choses avec l'Algérie, à Oran. On est en train de voir, le Qatar, je vous l'ai dit, nous ont appelés. Et c'est pas moi qui cherche les gens. C'est eux qui, de par leur manière de fonctionner à un certain niveau, nous on fait pas ça, mais il y a des investisseurs internationaux, ils sont en permanence en train de regarder les tableaux sur les marchés financiers internationaux, etc. Ils regardent. Et c'est là aussi que j'ai dit aux gens en Guadeloupe, prenez l'habitude de faire en sorte que la Guadeloupe soit la plus belle possible, la plus propre possible, le plus calme possible pour faire en sorte qu'un investisseur lambda, quand il vient pour par exemple investir dans le domaine du développement durable et autres de par ailleurs, ils ne se disent pas oui mais c'est un endroit, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas ceci. Ils regardent tout finalement. Ils regardent paramètres, tous les critères. Voilà, tous les problèmes sociaux, les problèmes fiscaux, etc. Enfin. Et ainsi de suite. Et nous donc aujourd'hui, cette émission me permet de le faire, c'est de bien dire aux Guadeloupéens, non seulement le travail qui a été fait, il y a beaucoup qui connaissent comment ça a été fait, géothermie bouillante, c'est pas un problème. Si on m'écoute, géothermie bouillante, déjà comme je l'ai dit, je le répète encore une fois, lorsque la géothermie bouillante a commencé à avoir des problèmes dans les années 2007, 2008, 2009. J'étais en train de faire ma recherche de développement appliqué, accompagné d'Alain Domain, patron d'Eiffage Nord-Est Guadeloupe, Eiffage Antilles-Guyane, et de celui qui a fait fonctionner géothermie bouillante avec 98% de disponibilité, monsieur Louis-Marie Rochat.
La première fois où ils ont essayé de faire tourner géothermie bouillante, ça n'a pas fonctionné. Ils ont été chercher des Islandais, des Israéliens, des Américains, de tout ce qu'on veut, et ils n'ont pas réussi à le faire fonctionner. C'est une petite équipe française dirigée par M. Louis-Marie Rochard qui a réussi à la faire fonctionner. Pour des raisons X et Y, au bout d'un certain temps, ils ont viré la petite équipe qui l'a fait fonctionner, okay, et ils se sont retrouvés avec un paquet de problèmes. Et au moment où ils se sont retrouvés avec ces problèmes, Johannes Hahn, qui était à l'époque le président des RUP à Bruxelles, il était venu parce que comme l'Europe avait financé aussi la partie études préliminaires et autres phases expérimentales, il est venu, et Malo à l'époque était maire, du oui, voilà nous, ceux-là, ils connaissent la problématique, on a discuté avec lui, et il nous a dit, voilà, vous avez l'air d'avoir un projet, si vous avez ce projet-là, venez me le présenter à Bruxelles. Et ainsi de suite. Et le 15 février 2012, j'étais à Bruxelles devant M. Johannes Hahn, président des RUP, M. Olivier Brunet, directeur de recherche de l'Union européenne, M. Patrice Bayeux, directeur de cabinet de Johannes Hahn. Après avoir reçu les informations qu'on leur avait données, qu'on a reprécisé un certain nombre de choses à 16h à Bruxelles, ils nous ont dit, vous pouvez racheter géothermie bouillante. Mais il faut que vous voyez avec le gouvernement français, parce que c'est la région qui gère les fonds, les fonds qui peuvent être alloués dans ce genre d'options et autres, et ainsi de suite. Et ils ont envoyé un mail à la région Guadeloupe en 2012. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'attends la réponse. Mais qu'à cela ne tienne, on ne s'est pas arrêté à ça, on a continué de faire le travail qui va bien pour faire en sorte que... Mais donc, géothermie bouillante, déjà à cette époque-là, devait revenir aux Guadeloupéens. Et je rappelle, le 12 juillet 2012, en juillet 2012, on avait fait tout le travail qui va bien avec le conseil municipal de Bouillante, plusieurs conseils municipaux pour préparer tout ça. Et au bout du compte, après être revenu de Bruxelles, avec Malo et tout le monde, je leur dis voilà, on est d'accord, on va créer une société d'économie mixte, public-privé, dans une même structure pour pouvoir garder l'aspect collectif et autres en dynamique. Et comme par hasard, ils ne répondaient plus, ils ne faisaient plus rien, etc. Il y a un conseil municipal que j'ai. C'est écrit dans France Antilles. J'ai l'article qui dit qu'en septembre 2012, une SEM aurait dû être montée. Et dans cette SEM, le public, c'est-à-dire la population, bouillantaise et autres, aurait dû être présent. Sauf que derrière, Malo m'a dit, ouais Gérald, il faut que j'aille voir Lurel. J'ai beau dire au mec, Malo, Lurel est parti dans un certain nombre de choses et il ne va pas suivre ça, ça ne va pas pouvoir se faire. Non, Gérald, c'est pas, ils ont essayé. Et bien, 2 ou 3 ans plus tard, Madame Paul Langevin, ministre des DOM, m'appelle pour me dire, Monsieur Bougré, j'ai entendu parler de vous, de machin, tout ça. Est-ce que vous pouvez venir me voir ma conseillère, Madame Amélie Renaud. Amélie Renaud, le 5 avril 2016, nous reçoit au ministère des DOM. Ministère des DOM, Francis Gibrien était là, mais on ne l'a pas laissé rentrer de François, parce que c'était confidentiel. Amélie Renaud, Polytechnique, nous regarde les papiers, les documents, etc., qu'on a emmenés avec nos experts, et me dit, Monsieur Bougré, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Vous avez toutes les compétences, vous avez tout ce qu'il faut, etc. Il n'y a pas de souci, on y va avec vous. Sauf qu'il faut que les élus guadeloupéens disent qu'ils connaissent plus ou moins le projet, et qu'ils ne vont pas nous faire des emmerdes. L'aval? Oui, parce que pas l'aval vraiment, mais qu'ils connaissent, parce que vous savez comment ça se passe. Si on fait ça avec vous, sans eux, ils vont monter au créneau pour dire on a pris leur place, on a essayé de faire cubitin, on les a papaoutés, on les a etc. Donc si dans 2 mois, vous arrivez à les convaincre qu'il faille venir nous voir ou nous envoyer un petit mot ou un truc, aucun souci. On vous vend géothermie bouillante sur les bases que ce qu'on a dit. Eh bien, vous imaginez bien, on est passé à la télé, on a fait tous les random qui va bien, et ils n'ont jamais signalé, jamais dit quoi que ce soit. 2 mois après, Mme Amélie Renaud m'appelle, me dit, Monsieur Bougré, vous voyez, je vous l'avais dit, hein. Ils n'ont pas répondu, ils n'ont rien dit. On vend à Arma Technologies. Voilà l'histoire. C'est pas qui dit oui. Bon, c'est vrai que Mme Royal, il y a un certain nombre de choses qui étaient derrière. Malo a dit ça, ouais, mais c'est ça, vous Malo, il y a pas de moi, quelqu'un peut faire un business. Moi, Gérald Bougré, il y a pas de ça. On savent qu'il y passé. Par contre, en magie, c'est encore une fois, autres, comme ils ne pas connaître ou poisson ne pas connaître, on ne va pas qu'arriver aux autres, ils sont pas là, c'est mon a fait ça, il doit être fait, c'est intérêt, il y a eu chercher. Évidemment, ça, c'est ça. Voilà l'histoire de géothermie bouillante. En fait, on plein d'histoires qui j'ai passé dans plein toute qualité bité, là on dit nous ça. Mais nous quand on nous compte que c'est nous-mêmes qui fait nos pistes mal. On fait nous pète des marchés, pète des richesses. Parce que
Mais dans quel intérêt? Est-ce que c'est mais c'était un intérêt vers Ormat? Est-ce que Ormat déjà approché Yona dans you? Est-ce que parce que les nous avons qui ça passé vers Total, nous avons déjà et ni 2-3 agriculteurs vers you. Donc est-ce que c'est comme ça qu'a fait? Mais encore une fois, quelle que soit l'histoire qui s'est déroulée par le passé, nous on fait le travail qui va bien pour que ça ne se reproduise pas. C'est ça. Mais comment vous allez faire? Parce que vous ne pouvez pas faire sans les élus. Alors, dans ce cas précis, oui, parce que les propriétaires, ça se fait sur des propriétaires qui en général sont des propriétaires privés. Ah, pour le forage, vous voulez dire? Tout à fait. Ah, oui, le forage est fondamental. C'est il y a un monde qui pose des questions là, ça. Est-ce qu'il y a une autorisation justement à forage? Tellement Raymond a dit en ce à ça. Mais il y a pas posé Mais non, mais c'est normal, il se pose des questions, il n'y a pas J'ai posé. répété ça plusieurs fois. Mais c'est l'occasion, c'est l'occasion. Voilà. Une vie, comment dirais-je, l'État, c'est pour ça que j'ai fait ce travail. L'État nous a déjà dit oui. Faites. Puisque l'État ayant accepté le projet UGAGO4G.H2, je ne dis pas qu'ils ne vont pas nous faire un coup de jarnac derrière, j'en sais rien. Mais en attendant, on ne peut pas dire nous, ou d'accord, et puis projet là, et puis dubiter ça, mais vous voyez des financiers, vous nous voyez nous. Parce qu'ils nous ont mis un rapport, dès lors qu'ils ont accepté, ils ont dit que c'était OK, c'était éligible au fond, ils ont mis un rapport avec tous les financiers qui travaillent dans le monde du business par rapport à la transition écologique. C'est yo qui fait. Et puis, recommandations en plus. Donc, on n'a pas dit demain, ils peuvent changer d'avis, ils peuvent faire etc. Mais même si ils ont changé d'avis, nous avons préparé un bitin qui fait que même si l'État bloquait nous, même si jouait nos coups de jarnac, nous avons trouvé les moyens des faits d'autre côté. C'est un projet qui peut voir le jour, qui peut être pérenne et déjà en cours. C'est déjà en cours. Là, c'est pas aujourd'hui. On a fait tout le trajet qui va bien pour faire en sorte que, au moment où, après la LTCEV, les accords de Paris, etc. Maintenant, c'est la transition écologique, énergétique, territorialisation, etc. Ils ont dit nous, oui. En Pékin, ils disent ouais, mais est-ce que c'est vraiment oui? Est-ce que c'est vraiment pas oui? Est-ce que ils ont fait dire oui. Ils connaissent moins, ils savent un certain nombre d'habitants si moins, parce que tu penses bien qu'ils s'enquêtent sur un certain nombre de choses. Et on a ça. Donc, moi, je pars du principe que ça, c'est le premier point. Deuxième point, la chance qu'on a, c'est que la plupart du temps, dans les analyses qu'on a faites, les endroits où il faut forer, ça appartient à des privés qu'on a commencé à rencontrer. Je les avais déjà eu au téléphone. Moi, maintenant, on est sur le terrain. On a été sur le sud-est de la Soufrière, derrière l'hôpital de Capesterre-Bélo. On parle de combien de sites à peu près sur la superficie Guadeloupe? Paquette? Alors, il faut que vous sachiez que, en plus des études qui avaient été faites par le BGM au début, entre-temps, il y en a plusieurs qui ont été refaites, qui ont été approfondies. La toute dernière que moi je connais, c'est celle qui s'appelle de Madame comment s'appelle, Alexandre Favier, d'une université qui s'appelle GeoAzur, qui a fait une thèse sur la connaissance de la faille qui existe du côté de chez nous, mais qui a été plus loin dans ce truc. Et il y a un article qui est sorti sur France Antilles qui dit que le sud Basse-Terre possède un potentiel en géothermie haute enthalpie, haute température, donc plus de 150 degrés à la montée, donc permet de faire de l'électricité, beaucoup plus important qu'on ne le pensait. Et lorsque j'ai revu encore les sites particuliers dans le sud Basse-Terre, comme je l'ai dit, la Guadeloupe a un triangle d'or. Et j'ai même appris, par aujourd'hui je crois, que le triangle en question, les Amérindiens venaient en Guadeloupe par rapport à cet endroit pour faire des rituels spirituels. Je ne le savais pas. Je l'ai appris à cette occasion. Et ce n'est pas la première personne qui me dit un certain nombre de choses par rapport à ça. Okay? Et donc, du coup, ce que je dis, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est écrit, il y a des études qui ont été faites là-dessus, etc. Et nous, ce qu'on a fait, je l'intuitais, j'avais déjà vu la première fois, maintenant qu'on est arrivé à ce stade-là, au niveau de l'État et du chargé de mission dont je parlais tout à l'heure, ben on reprécise tout ça, et actuellement, un des sous-ensembles de UGAGO4G.H2, basé sur le fait que, en recherche de développement appliqué au monde de la santé, le centre hospitalier de Capesterre-Bélo et peut-être tous les centres hospitaliers de Guadeloupe vont pouvoir devenir à énergie positive. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte que
avec les bâtiments qui sont dans le, qui constituent l'hôpital, toiture et autres, solaire photovoltaïque, et autant que faire se peut, soit de la géothermie basse, moyenne énergie, parce qu'on peut faire la clim et tout ça avec ça, en ayant revu les pompes à chaleur, en les ayant tropicalisées, et surtout, sauf là la soufouillère, il a, et ça il faut, pour que ça fait. Et je répète, les scientifiques maintenant et les chercheurs ont dit que, les Américains ont sorti des bouquins là-dessus, que la géothermie, le facteur de charge, c'est-à-dire la capacité à produire sur une année, sur 8740 heures, 24 heures multipliées par 265, la géothermie permet, à part la période de maintenance, de fournir entre 95 et 98% du temps. Le solaire photovoltaïque, les steppes, ce qu'on prévoit aussi de mettre, parce qu'on a pas mal de dénivelé, des stations de transfert d'énergie par pompage pour faire du stockage d'énergie, c'est entre 85 et 90%. Le solaire photovoltaïque et l'éolien, c'est entre 15 et 25%. Que donne? Moi, je sais pas, je sais pas quoi dire d'autre. Et moi, tout ça, nous arrivons à la fin de cette première partie déjà très intéressante. Pas mal de questions déjà sur le live. Ce sera l'occasion de rappeler qu'en deuxième partie d'émission, vous avez cette possibilité de pouvoir nous appeler, parce qu'on le rappelle, nous sommes en direct télé, nous sommes également en direct Facebook, 0590 96 10 10 en deuxième partie d'émission. Alors là, nous allons quitter nous pour une page de publicité et là, nous allons ouvrir, voilà, ce sera rendez-vous avec la blablateuse et sa chronique en coudier, pardon, dot camossé et Ross. Et puis voilà, l'occasion pour vous de poser vos questions sur un sujet, comme on l'a dit, crucial pour nous. Déjà, merci infiniment parce que nous sommes nombreux connectés ce soir. Ok, et j'espère que vous serez encore plus nombreux en deuxième partie. Ok, restez connectés, restez avec nous. À tout à l'heure. Rebonsoir à tous, nous sommes de nouveau en direct télé, en direct Facebook. Merci à toutes les personnes qui nous suivent, merci à toutes les personnes qui sont connectées. Vous êtes nombreux depuis cette première partie d'émission. Nous espérons que ça va continuer en même dynamique là. Nous avons un invité d'exception avec nous ce soir. Il s'agit de Monsieur Bougré. Nous avons touché un sujet qui est crucial pour venir en nous, tout simplement, venir à Guadeloupe, venir à Timoun en nous. Voilà, nous avons parlé des visiteurs concrets, de problématiques qui concernent la Guadeloupe, mais surtout, parce que c'est ça qui est important, c'est des solutions, les solutions pérennes et durables. Et aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'en parler sans tabou, sans langue de bois, et surtout à Tchè ouvert. Alors, cette deuxième partie d'émission sera consacrée aux questions. Si vous avez des questions à poser, c'est l'occasion de pouvoir les poser en toute liberté avec notre intervenant qui est avec nous ce soir. L'occasion aussi pour moi de vous informer, de vous rappeler que ce sujet sera traité en deux volets. Souvent, mon cas dit nous, pas n'y a assez de temps pour un sujet, il manque le volet 2. Mais voilà, nous savions déjà l'importance et l'engouement autour de cette thématique. Alors, nous avons déjà prévu deux volets. Donc, cette première édition sera l'occasion en tout cas de mettre en avant les problématiques, de parler des bases, des fondamentaux, etc. De vous laisser en tout cas aussi l'opportunité de mieux comprendre les enjeux qui se cachent derrière un tel projet et de vous donner aussi la possibilité, l'opportunité de pouvoir poser vos questions à Monsieur Bougré pour les gens qui ont découvert qui M. Bougré. Voilà. Et en deuxième partie, nous allons rentrer vraiment en un à projet-là avec pourquoi pas des explications plus techniques et toujours avec cette possibilité pour vous ça poser questions. Alors avant de lancer en tout cas le téléphone, parce que Yuka dit nous qu'elles ont Jacques à crier, ça c'est très bien. Nous allons du côté de la blablateuse qui ce soir nous présente sa rubrique Koudzié, n'est-ce pas la blablateuse? Eh oui, ce soir Koudzié au Kenya. On y va? Eh bien nous partons au Kenya. Koudzié. Excusez-nous c'était une petite parole en aparté. Alors, on part au Kenya, pourquoi? Parce que tout simplement la géothermie au Kenya est une source d'énergie qui non seulement transforme le paysage, mais aussi le destin de tout ce peuple kényan. Il faut savoir que c'est une région d'Afrique où l'électricité est bien plus qu'une simple commodité, comme partout. C'est notamment une clé essentielle de développement. Le trésor du Kenya est clairement caché. L'un des trésors, parce qu'il y en a plusieurs,
mais l'un des trésors est clairement caché dans les profondeurs de la Terre, au creux justement de cette faille tectonique qui traverse la région et qui libère justement des panaches de vapeur. Le Grand Rift. Tout à fait. Tout à fait, Monsieur Bougré connaît, c'est pas... Non, mais je ne parle pas de choses... Voilà, quoi. Enfin bon, on se comprend. Donc, ce succès ne s'est pas construit du jour au lendemain, il faut le savoir. Depuis les années 70, le Kenya a travaillé dur pour exploiter cette ressource naturelle. Aujourd'hui, ce pays se classe parmi les leaders mondiaux de la géothermie, avec 48% de son électricité qui provient de cette source propre et inépuisable. Et ce n'est pas fini. Malgré ces avancées, attention, de nombreux Kenyans restent plongés malgré tout dans l'obscurité, hein, donc ce qui est vraiment dommage, mais ils avancent dessus. Les coupures de courant sont monnaie courante toujours, et près de la moitié de l'électricité provient encore de sources moins durables. Mais pourtant, cette source de géothermie reste une lueur d'espoir pour ce pays qui mise dessus. Il faut savoir que cette source se développe d'ailleurs rapidement, que ça nécessite moins d'espace que d'autres sources d'énergie, qu'elle crée des emplois aussi. Et on sait que dans ce pays, l'emploi est quand même un défi majeur, parce que le chômage, le chômage est quand même répandu là-bas. Donc bien sûr, les obstacles persistent. Bon, il faut le dire, notamment par rapport au coût initial élevé d'investissement. Mais ce n'est pas ce qui freine le Kenya avec sa vision sur 2030 où ils espèrent développer au maximum cette source d'énergie. Ils tracent leur voie vers un avenir plus durable, cherchent à exporter également leur expertise au travers du continent et dans le monde pour qu'on puisse puiser cette source d'énergie aussi ailleurs. Et ils démontrent tout simplement que le développement peut se faire tout en préservant la planète. Donc cette exploitation est une histoire de progrès, d'innovation, de résilience qui nous rappelle que l'avenir peut être vert, même au cœur notamment du continent africain. Il faut nous aussi, nous ayons notre regard vers les experts africains qui peuvent nous apporter et même collaborer avec nous, n'est-ce pas, M. Bougré? Vous nous avez dit qu'ils vous ont appelé. Oui. Beaucoup de similitudes dans ton petit récit là. On a des ressources aussi. Exactement. Non, mais parce que c'est pas le même. On n'est pas sur le même territoire, mais on a des similitudes clairement. Ça, c'est clair. M. Bougré, la chronique de la batteuse vous a parlé? Oui, bien sûr. Comme je dis, tout l'Est africain, du côté du Grand Rift, est réputé pour cela. Donc oui, c'est dans la logique. Même un peu plus loin, les Comores, tout ça, ils m'ont appelé aussi pour voir dans quelle mesure on peut leur apporter une forme d'expertise en ingénierie. Pas plus loin que autour de nous, la Dominique, Saint-Kitts, Nevis, etc. Tous sont tous en train de se poser des questions sur Saint-Martin, sur leur avenir d'un point de vue énergétique, compte tenu du contexte dans lequel on est plongé. Et comme ce sont des îles comme les nôtres, elles ont d'ailleurs les ressources de Saint-Kitts, Nevis ont déjà été caractérisées par ailleurs. Et on est en train de voir avec Saint-Martin à monter une coopération pour aller plus loin dans la connaissance du potentiel qu'ils auraient et comment ce potentiel pourrait être utilisé à Saint-Martin pour pouvoir mutualiser ce qu'il y aurait à mutualiser, notamment par rapport à la production d'électricité verte, mais aussi et surtout par rapport à l'hydrogène. Il faut que vous sachiez en parallèle que il faut bien garder en tête que l'énergie et l'électricité, si vous n'avez pas ça, le portable, tout ce que vous voyez là ne fonctionne pas. Et c'est un vecteur extrêmement important. Et si on ne on ne prend pas le trou à bras le corps, toutes les îles qui sont autour, si cette électricité est trop chère, n'est pas accessible, on va avoir des problèmes. D'où, nous, on a conçu un projet d'interconnexion, ça s'appelle InSeaGrid, de toutes les îles caribéennes, avec une forme d'interconnexion qui ferait que lorsqu'il y aurait un problème sur une île ou une autre, avec les moyens industriels qui existent, électromécaniques, on pourrait faire en sorte qu'une île ne se retrouve pas bloquée parce qu'elle n'a pas d'électricité ou parce qu'elle n'a pas les moyens de payer l'électricité. Et à propos du prix de l'électricité, c'est un élément extrêmement important, je parlais par ailleurs, entre la PPE et puis cette histoire de prix de l'électricité. Je redis, je l'avais dit plusieurs fois à l'époque d'Harold, nous avons en France un système qu'on appelle la CSPE, la contribution sociale pour l'électricité,
et qui maintenant s'appelle la TICFE, taxe intérieure pour la consommation finale de la consommation d'électricité. Et c'est un moyen qui permet à tous les Français de payer le même prix de kilowattheure, quel que soit l'endroit où il se trouve. Je vous laisse imaginer, si vous vous trouvez au fin fond des Alpes et qu'on doit raccorder votre maison, les travaux de raccordement, ça se chiffre en 1 million d'euros, et si tout le monde devait payer en fonction de ça, ils ne pourraient pas. Donc ils ont mis ce qu'on appelle en place, ce qu'on dit une péréquation tarifaire, on appelle donc cette fameuse CSPE. Et l'histoire voudrait que, aujourd'hui, si cette CSPE n'existait pas, ou cette TIFCE n'existerait pas, les factures d'électricité en Guadeloupe, parce qu'on n'est pas interconnecté, on n'a pas le nucléaire et autres, seraient multipliées par 4 ou par 5. Je ne dis même pas par rapport à l'inflation. Et le pire, c'est qu'en 2017, comme ça, c'est un système de péréquation qui coûte un certain prix, les équipes de gouvernement avaient fait une étude, 2017 M015, dans laquelle ils disaient que la CSPE qui permet à tout le monde de payer un prix du kilowattheure d'un point de vue social, c'est intéressant, mais que c'est le budget de l'État qui le finance. Et qu'il serait peut-être question de revoir cette CSPE. Je vous dis et je vous répète, si pour une raison ou pour une autre, les députés, sénateurs et autres ne font pas le travail qui va bien, et que parce qu'on me dit non, ils ne toucheront pas à ça. Mais combien de décisions politiques on a dit qu'ils n'allaient pas se faire, qu'ils n'allaient pas se faire, et vous savez comment ça se passe la plupart du temps, et ainsi de suite. Et donc, dites bien aux élus, ou je ne sais plus combien, c'est une députée, sénateur, je ne sais pas trop, etc., de trouver le moyen. Alors, Bénin avait pratiquement réussi à faire un petit quelque chose, et le gouvernement a dit qu'ils n'avaient pas y toucher. Il faut bien que on prenne conscience que le prix de revient du kilowattheure, s'il n'y avait pas cette CSPE que tout le monde paye, serait multiplié par 5. Et je ne parle même pas de l'inflation. Et que le jour où quelqu'un vient prendre Macron, etc., dit on fait sauter cette CSPE parce qu'on a marre des Guadeloupéens, des machins, des trucs, etc., si on n'a pas nous-mêmes, entre-temps, développé ce qu'on propose de développer, pas obligatoirement pour ce but-là, mais si on est déjà en train de faire ces productions-là pour produire de l'hydrogène et que ce cas-là arrive, on aura la possibilité de disposer, via une société de distribution d'électricité nous-mêmes, de faire en sorte que voilà, c'est extrêmement important de prendre conscience de ça. Ce qu'a appuyé un long bouton, l'IMIA qui arrivé, etc. Il a coûté 5 fois plus cher parce que, comme on est alimenté par des centrales thermiques qui sont elles-mêmes alimentées par du pétrole et que le pétrole, on n'a pas la maîtrise là-dessus. Voilà encore un sujet qui dort depuis tantôt, on ne s'y intéresse pas parce qu'on croit que tout est acquis, tout est normal, et un jour ou l'autre, on va se retrouver bloqué. Deuxième élément important. La France a mis en place ce qu'on appelle les PPE pour les territoires, programmation pluriannuelle de l'énergie. On est censé se réunir, les gens sont censés se réunir, dire voilà, en fonction de tel ou tel paramètre, c'est pour les besoins qu'on va avoir pour les 3, 5, 10 prochaines années, on va plutôt avoir tel type d'énergie renouvelable qu'une autre. La région est entrée dans un schéma avec, ils refont le même modèle, sur les mêmes bases, etc. Moi, je leur ai dit, compte tenu des paramètres dont je parlais de la CSPE, par exemple, qu'il fallait revoir ce modèle, informer et former la population guadeloupéenne, parce que je répète que l'information et la formation de la population sur un territoire, et c'est la loi. Délégation, c'est Déclaration de Rio en 92, Convention d'Arus en 98, article 7 de la Charte du gouvernement de l'écologie, dans la Constitution française, on ne peut pas toucher à un territoire n'importe comment, sur n'importe quelle base. Okay? Et que donc, c'est pas parce qu'ils se réunissent entre socio-professionnels qui bitent un machin, truc, etc. Il faut que la population soit formée et qu'on prenne le temps de la former et de l'informer pour qu'elle puisse donner son avis de manière objective lors des enquêtes publiques et qu'ensuite on prenne la décision en fonction d'eux. On m'a dit que nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, M. Bougré. Bonsoir, le plateau. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Salem Bougarel, M. Bougré. Ah oui, bonjour Salem. Oui, alors, j'appelle pas pour poser une question, j'appelle justement pour dire que M. Bougré, c'est un grand monsieur dans son pays. Parce que M. Bougré, ce soir, vous avez dit qu'il y a des grands ailleurs. Mais les grands, normalement, ils doivent s'occuper de leur pays aussi. Et vous êtes dans votre pays,
et vous vous acharnez à convaincre cette population que nous avons une manne, c'est-à-dire quelque chose qui va nous sortir de tous les ennuis que nous rencontrons. Et ce n'est pas une chose facile. Alors, je salue votre courage. Je salue vraiment votre entourage, les gens qui vous soutiennent. Et moi, je crois en ce projet. Vous le savez. Bien sûr. Merci. Oui. Alors, c'était juste pour vous dire de continuer. Et moi, je me bats. C'est-à-dire, vous ne m'entendez pas ces jours-ci, mais que je me bats avec un petit jardin. Je sais. Un tout petit jardin, on habite. Bita. Justement, c'est un jardin initiatique éducatif. C'est le nom du jardin, Bita? Oui, Bita. Je me bats. Je peux vous dire, un petit jardin, normalement, c'est quelque chose qui devrait aller vite. Eh bien, je vous dis, je rencontre tous les problèmes du monde pour que ce jardin puisse être un jardin éducatif et initiatique, alors que justement, on parle de transition écologique. Et vraiment, ce jardin va permettre aux enfants de pouvoir toucher du doigt ce qu'on appelle la biodiversité et aussi l'écologie. Et voilà, je me trouve vraiment embêtée parce que je ne suis pas soutenue vraiment. Et je comprends aujourd'hui le parcours de M. Bougré, qui, lui, a un plus grand projet. Et je crois en ce projet. Mais je sais que nous allons tenir bon et que nous allons y arriver. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour votre appel. Oui. En tout cas, souhaiterons un pile courage pour Gérard. Donc, c'est Jardin Bita, c'est ça? Ah, elle a déjà raccroché. C'est ça, M. Bougré? Oui, tout à fait. Oui. C'est un jardin qui se trouve du côté de Boibo. Ok, très bien. Est-ce que nous avons notre appel? Non. Ah oui, M. Bougré. Et donc je disais que ces éléments-là je sais que ça dérange les gens d'entendre ça, mais malheureusement il faut se préparer à ça, sinon ça va être très 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 compliqué si ce genre de choses arrive et qu'on n'a pas comme d'habitude malheureusement anticipé. Et je le répète encore une fois, il faut réaliser aujourd'hui en 2024 une étude qui permettrait de recaractériser et faire en sorte que les choses ne se présentent pas de la même manière. Un autre appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors n'hésitez pas, il reste quelques minutes avant la fin de l'émission. Oui, bonsoir M. Bougré, bonsoir à l'ambassadeur des Héros. Je voudrais dire à Géant que je suis, je dis quasiment tout le temps, pour rappeler aussi à nos compatriotes que tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est parce que tout simplement on n'a pas confiance que si nous prenons, parce que c'est une façon d'avoir une sorte d'indépendance énergétique, mais aussi l'indépendance de ne pas toujours dépendre des autres. Parce qu'il faut savoir que cette énergie coûte moins cher que le fil qu'on utilise à Jarry, et que les Guadeloupéens, aujourd'hui je regardais le chiffre d'affaires la société qui exploite cet gisement, cette cuivre à Guadeloupe, qu'en 2022, je pense que ce serait une piste pour la Guadeloupe de laisser nos richesses partir dans la main des autres, alors que nous avons une possibilité, une chance avec vous de pouvoir concrétiser quelque chose de très positif, aussi bien pour la population, parce qu'il y a plusieurs retombées sur le prix du kilowattheure en Guadeloupe. Il y a l'emploi. Il y a aussi ce qu'on appelle l'indépendance énergétique, parce qu'on en parle sérieusement et de plus en plus. Il y a quelque chose qui est très important pour la jeunesse de notre pays. Ce serait, je dirais, de se jeter dans des métiers qui sont des métiers qui vont pouvoir exercer à l'étranger et peut-être exploiter à l'étranger, c'est-à-dire un transfert de technologie, même à l'étranger, avec des connaissances très importantes. Et c'est le moyen pour moi, pour que les Antillais deviennent actionnaires de leur richesse. Parce que ça, il faut leur dire. Parce qu'aujourd'hui, les bénéfices de cette société israélienne américaine qui a acheté
moi, il a fallu que j'aille voir sur Internet des chiffres d'affaires, ils sont comme ça. Donc, il faut savoir que ces ressources-là, non seulement ils sont volés, ils sont pillés dans la baie des Guadeloupéens, mais si nous, on était actionnaires de l'entreprise, c'est-à-dire l'entreprise, les bénéfices il sera automatiquement reversé en actions, les dividendes, etc. Donc, passer à côté de ça, il faut que les Guadeloupéens prennent conscience. Parce que moi, je regarde sur ce aujourd'hui, c'est parce que l'entreprise est dans la main de l'État à hauteur de 20%, c'est-à-dire l'actionnariat principal, c'est l'État. Donc, toutes les richesses qui sortent de l'usine, eh bien, c'est l'État. Et c'est l'industriel qui exploite. Donc, aujourd'hui, il faut que le Guadeloupéen et les Guadeloupéennes prennent conscience de la situation. Et c'est sûr que nos parents nous ont pas élevés dans ce business, nous n'avions pas la culture du business. Mais je pense que nous sommes très forts. Nous ne sommes pas forts qu'en sport, nous sommes très forts, je suis très intelligent. Pour le savoir, il faut une mobilisation de la population pour se rendre compte que si ils ne participent pas à un projet comme ça, ils ont tout à perdre. Alors, n'allez pas vous plaindre après, n'allez pas plairer. Parce que c'est le moment où le Guadeloupéen devient actionnaire dans son entreprise, dans son pays, et qu'il aille vers l'avant. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. En tout cas, merci infiniment. Merci infiniment. Merci. Un Guadeloupéen qui prend conscience aussi de l'importance de ce projet. Il y a Mouton aussi qui nous dit, si j'ai bien compris, il suffit que chaque Guadeloupéen signe la pétition et donne 1 euro pour que le projet débute. Transition énergétique qui répond, non, le projet est déjà en cours de réalisation. Nous arrivons à la fin de l'émission. Est-ce que M. Bougré pouvait répondre juste à cette question précise qui va nous permettre de rebondir ensuite pour annoncer que mardi prochain, ce sera le volet 2 et là, nous allons vraiment rentrer en an à projet là et nous allons répondre plus en détail à ces questions-là. Oui, comme Transition énergétique l'a dit, le projet a été déposé, il a suivi son cours et au jour d'aujourd'hui, on rentre en phase d'application directe. Je l'ai dit, exemple concret, le centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau va devenir énergie positive grâce à 3 sources d'énergie, du solaire photovoltaïque sur les toitures, de la moyenne basse et énergie géothermie dans le sol et le sous-sol, et puis surtout une alimentation, une production provenant de STEP, station de transfert d'énergie par pompage en hauteur de mer, et puis de la géothermie. Donc ça c'est déjà en cours, sans compter que toutes les communes du Sud-Bastère, on l'avait déjà fait au niveau avant le Covid, on est en train de le refaire, vont devenir énergie positive parce qu'on va mettre les bâtiments avec du solaire photovoltaïque et du stockage, autant que faire se peut avec de l'hydrogène, pour pouvoir faire les choses et faire en sorte que on surdimensionne les configurations pour pouvoir envoyer de l'électricité vers l'éclairage public, qui est un poste relativement cher et coûteux pour une commune, pour faire en sorte que... Et ça, logiquement, avec les moyens qui sont donnés aujourd'hui d'un point de vue administratif et juridique, les collectivités pourraient s'en sortir sans octroi de mer, sans quoi que ce soit. Encore faut-il que ce qu'on leur dit et qu'ils regardent et on s'organise pour cela, parce que la ressource permet de le faire. Parce que vous avez un client qui achète ce EDF, vous avez vous-même les possibilités de réduire votre propre facture d'électricité, et ainsi de suite. J'en profite aussi pour dire que dans le modèle qu'on a prévu de mettre en place, vu les revenus, je vous ai donné tout à l'heure les chiffres qui sont prévus, il est prévu de créer un ou plusieurs fonds d'investissement abondés par les retours sur cette exploitation de la géothermie et de l'électricité vendue par ailleurs, et aussi bien que l'hydrogène. Et on est en train de voir avec les CCAS de chaque commune la réalisation d'un logiciel qui va être appelé 3+, PVAD, plus de pouvoir d'achat pour les plus démunis, et qui va être une solution permettant, à partir des fonds qu'on récolte sur la base de l'exploitation des ressources dont on a parlé tout à l'heure, parce que le Sud-Bastère, j'ai parlé de 100 MW pour se faire un ordre de grandeur, mais ça peut être 200, 300, 500, et vous multipliez par. Et l'idée, c'est de faire en sorte qu'on augmente le pouvoir d'achat des plus démunis. Pour les raisons que je vous ai dit tout à l'heure, si ces pouvoirs d'achat
d'achat n'est pas augmenté de manière saine, on ne pourra pas faire grand-chose. Et le logiciel en question va permettre, vous êtes pointois, et ben nous on analyse avec eux, avec les gens de chez CRS, on élabore le cahier des charges, on développe un logiciel qui va permettre d'abonder, de faire en sorte que les gens les plus démunis aient une carte prépayée qui va être abondée par ces fonds propres dont je viens de parler tout à l'heure, et les gens pourront, grâce à cette carte, dans la région pointoise, où on va avoir un groupement prévu pour ça, avec les équipements, avec les pêcheurs, les agriculteurs, les éleveurs, d'acheter 1 kilo de poisson, d'acheter 1 kilo de viande, d'acheter 1 kilo de patates, grâce à cette carte qu'on va abonder avec des informations, avec l'argent qui leur permettra de sortir dans le dessous du seuil de pauvreté. Alors, M. Bourré, nous arrivons malheureusement à la fin de ce premier volet. Il y a déjà quand même pas mal de questions que nous prendrons le temps de répondre au volet 2, notamment une question de Serena Nanou qui demande en quoi signer la pétition va vous aider. Nous avions d'autres questions aussi. Voilà, il y a une pétition en ligne. En tout cas, les gens ont en tout cas envie de connaître comment participer, les tenants et les aboutissants de tout ça. Donc, ce sera réservé donc au volet 2. Oui. Donc, rendez-vous mardi prochain. Ce sera l'occasion aussi. Ah oui, voilà. Il y a un monde qui m'a dit... Une réunion publique. Voilà, cette histoire de... Vous voyez aussi réunion publique. À quand une réunion publique? Mais la réunion publique, ça c'est mardi prochain. Nous le combien? Ça, en fait, nous le combien? Nous le 9? Nous le 9, donc mardi prochain, le 16. Mardi prochain, mardi 16. Parce que moi, je suis quand même étonnée de voir cette phrase, puisqu'on l'a dit, là nous sommes à 52 connectés sur le live pour un sujet aussi important, avec un invité aussi exceptionnel. Et une émission publique. De prendre 1h15 voire 2 heures de son temps pour nous expliquer des choses, pour nous donner aussi des informations, pour nous permettre de comprendre. Parce que quelqu'un vide là, et bien dit le projet c'est ça, le projet c'est ça. Il a parlé nous de la base, des fondations pour permettre de comprendre qui ça a impacté vie en nous. Nous sommes que 54 connectés, nous n'habitons pas à comprendre. Et ensuite il y a une question, à quand une réunion d'intérêt public? La réunion elle est là en fait, puisque vous avez ici un espace médiatique public, vous avez M. Bourré en personne qui s'est déplacé ce soir, un mardi soir, il était fait d'habiter à Kazaï, reposer, travailler ces projets-là. Non, il vient là, au souhait là, il n'y Eros, il n'y la blablateuse pour nous parler de ça. Nous n'avons eu que 2 appels ce soir. À quand la réunion publique? Mardi prochain. Mardi prochain, même heure, 20h30, rendez-vous, si télé en nous, Canal 10, ce sera public, toujours sans tabou, sans langue de bois, à Tchè ouvert, avec M. Bourré, toujours qui sera présent. Nous espérons que M. Calixte, qui malheureusement n'a pas pu être des nôtres ce soir, nous le saluons. Nous espérons qu'il sera présent pour ce volet 2 et que vous serez encore plus nombreux, puisque l'information, il n'y a pas qu'à faire réticence. Information là, il n'y a pas d'asymétrie de l'information. M. Bourré, il est ouvert. Il l'a dit en début d'émission avec beaucoup d'émotion. Il est là pour transmettre, pour partager, parce que ça a fait mal des vrais. L'État en nous, en nous, pour ne pas dire la Guadeloupe avec distance, en nous, l'État en nous. Voilà, ok? Donc, nous espérons que vous serez encore plus nombreux pour cette réunion publique que vous avez demandé sur cette thématique. Nous allons terminer ce volet 1 avec... avec la chronique, en cas regardé Simon nous apparaît, oui, de toute façon, nous arrivons à la fin. Tout de suite, toujours prêt. C'est en d'autres camo. En d'autres camo. Restez connectés. En tête en mon labyrinthe, l'esprit là qu'a échoué en pointe qu'on la bat échoué en gangster. J'irai pas dit bêtises cagoumé, vérité va sortir, mais hypocrisie voter pas menti, qu'on si vérité dans ses pas à 10 têtes. Ah bon? C'est comme ça. J'apprécie. Wesh people, parler pour faire qui vite. Parler pour nous tenir d'autres demain. Reconnaissance à nom la fort. Et pas oublier ni à Wall ni au Motunde. Vous pouvez sentir l'amour ni Mbappé qui misait à mamie c'est aussi taille. En tête bien faite pas qu'empêcher émotion. Si tout travail bisé en sous-motivation, Gérald trouvait taille dans l'envie, vous mettez nous doubout. Connaissance à nom là qu'a hypnotisé. Faut faire violence pour couper parole et direction d'ouvant sans laisser freiner nous.
Trop longtemps, yo maré nous à ou vivre, tout long galé ça qui j'ai passé. Empêchez nous avancer, apprendre si nous quoi à dans yo. Nous pire mais critiquer c'est là qui est en place et mauvais, qui travaille à éduquer tout piton nous a fait business, apprendre commander. La nature pas arrêter vide. Si pas fait bao, sont d'autres qui fait en place ça. Peuple si Facebook ja volcanique mais pas de panique, il y a une solution pour chaque problématique. Trahison c'est poison qui tient antidote. Indépendance pas qu'à prendre la rue qu'à marcher ou bloqué. L'indépendance a pas pata bla 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 bla. L'indépendance c'est gens qu'a fait pour vivre sans mendier. Ou pas obligé à tout courroter physique, mais réfléchir et comprendre que sans énergie pas de survie et bah les moyens pour arriver. Missé sans paquet de Guadeloupéens qui c'est des grands Grecs tout partout sur la terre décidé faire les décidé mettre des bougres. Mais sont d'autres bougres qui plantent graines dans la tête en moins. Si Gérald c'est un messie, eh ben frère et Jean c'est prophète. Matin, midi et soir sans garder décalage à l'air assis WhatsApp pour expliquer et informer et si des parfois il paie et si des parfois il paye trop fort, on ne toujours pas donner un homme passionné. Pas d'avoir si ou pas quoi dans ça ou qu'à défendre ou pas personne. Géothermie pour nous arrêter souffrir, ramper, converter alors que nous avons une richesse en bâté. La blablathèse mène nous Kenya pour comprendre qui c'est monté à pays à yo. Qui donc, grand frère là pas si fou qui ça. Mais en partie, puis si me poser question sans sens, pas d'avoir eu quoi coûter sans comprendre. Pays l'endiablé verser l'esprit là ça. Tout ça proposé par Jean Gouayo. Pour qui, pourquoi? Par la pérosité. Yo veut l'indépendance, mais sans changement. A commencer par changer Jean Ayo tout simplement. Yo ka dit ka pour faire pour manger sans mendianer. Alors paix, pas parler et trouver moyen pour que pétition là est signée. L'hôpital Capeste branché sur la souffrière a ici place pour poser en question si ça est sans filtre. Ou que qui se nomme la partie jour. Osiris pas là au soir mais assuré pas peut-être pour deuxième partie là et qui mettre pipi en tête. Qu'une vie en jardin a tellement une conscience de l'importance à diviner en nous. Même si on partit pour que je comprenne. Connecte les autres, yo dis autres. Parole là t'es loup et bandé jour là. Au soir obligé en cas il voit l'avion d'autres gens. Merci les frères Bougré, merci en pile. Merci en pile, Eros. Martine Forbin qui a dit nous très belle émission. Bravo l'équipe. Sauvegardez l'émission cette fois-ci. Sauvegardez l'émission cette fois-ci. Parce que oui, il ne faut pas venir dire nous après. Oui, vous c'est parti l'émission, c'est passé l'émission. Oui, quand l'émission est là, il faut profiter, il faut récupérer l'émission, il faut partager, il faut faire circuler l'émission parce qu'il s'agit de permettre à un territoire d'accéder à sa souveraineté énergétique. Clé de voûte de notre développement local, futur et durable. Belle parole, ça, M. Bougré. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, volet 2. Faisons plus connecté encore qui au souhait là. Ok, c'est pour nous, nous, café. C'est en mission, nous y. Rendez-vous mardi prochain.